Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la watchlist du mois précédent, comme à chaque début de mois. Donc je vais vous parler de tous les films que j'ai vus au mois d'août et il n'y aura pas de livre ni de série dans cette vidéo parce que je n'ai rien lu ou vu d'horrifique en matière de séries télé. Ce ne sera que des films, dont une bonne grosse déception en fin de liste. J'ai commencé le mois en regardant le film The Void qui est sorti en 2016. C'est un film dont j'avais énormément entendu parler, vous m'en aviez parlé plusieurs fois dans les commentaires sous ma vidéo sur les films de secte, parce que c'est un film de secte et que je ne l'avais encore jamais vu. C'est chose faite vu qu'il est disponible sur Prime Video. On va suivre un jeune policier qui trouve un homme blessé, ensanglanté au bord de la route. Il va décider de le prendre avec lui et de l'emmener aux urgences de l'hôpital de la petite ville dans laquelle il habite, jusqu'au moment où il commence à se passer des choses plutôt bizarres dans cet hôpital et les membres d'une secte apparemment vont venir envahir les lieux et se poster aux abords de l'hôpital, l'air d'attendre quelque chose. C'est un film de secte qui touche au fantastique, au mystérieux, voire même au mystique. Il y a pas mal de body horror dedans, j'ai trouvé les effets spéciaux gore hyper bien faits, j'ai adoré, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des transformations comme ça dans un film d'horreur, ça fait forcément penser à John Carpenter et à son film The Thing. Vraiment, les transformations, elles sont absolument géniales, les effets spéciaux, les maquillages, les prothèses, tout est vraiment super bien réussi. C'est un petit film indépendant américain, je pense que c'est le genre de film qui a fait pas mal de festivals. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vraiment de le regarder. J'ai passé un super bon moment en le voyant. Et je pense que c'est le genre de film qui mérite peut-être un deuxième visionnage pour être sûr de bien comprendre toutes les pistes en fait qu'on nous donne tout au long du film pour en arriver jusqu'à la fin. Parce que la fin, elle est vraiment, comme je vous disais, vraiment mystérieuse. On comprend ce qui se passe, mais on a quand même envie d'en savoir plus et je pense que oui, de le voir une deuxième fois, ça va permettre de mieux comprendre la fin. Ensuite, j'ai revu les deux premiers films de la saga Annabelle. Alors, pourquoi, me diriez-vous? Parce qu'on me dit souvent que Annabelle 2 est bien meilleur que le premier, sauf que moi j'en avais très peu de souvenirs. Je l'ai vu juste une fois au cinéma quand il est sorti et depuis j'avais jamais eu l'occasion ou l'envie de le revoir. Les deux films sont disponibles sur Netflix, donc c'était l'occasion. Du coup j'ai quand même regardé le premier parce que c'est un film que j'apprécie quand même s'il est beaucoup décrié. Je trouve que c'est un film d'horreur efficace qui propose des scènes de peur qui sont franchement réussies. Je pense notamment à la scène de la cave et de l'ascenseur avec le démon qui sont vraiment flippantes et vraiment stressantes, même si ce ne sont pas des monuments de l'horreur. Je trouve que ce sont des films qui sont très corrects et qui s'inscrivent bien dans l'univers Conjuring. Alors le premier, au cas où vous ne l'auriez pas vu, on va suivre un jeune couple dont les voisins se font assassiner. La femme du couple est enceinte, ils attendent leur premier enfant, tout est bien dans leur vie, etc. Sauf qu'à un moment, le mari va faire en cadeau à sa femme cette fameuse poupée Annabelle qui est donc possédés et ils vont commencer à vivre des événements de plus en plus étranges jusqu'au jour où ils vont déménager et ils vont se rendre compte que c'est pas leur maison qui est hantée mais c'est bien quelque chose qui est à l'intérieur de leur maison et c'est donc cette fameuse poupée. Dans le deuxième film qui est donc Annabelle, la création du mal, on va voir la création de la poupée Annabelle, tout simplement. Comment cette poupée a été fabriquée, comment elle est devenue hantée, qu'est-ce qui a fait que le démon a pris possession de cette poupée, etc. Je trouve que le deuxième s'inscrit bien dans la lignée du premier. Je trouve ça plutôt intéressant de voir voilà, les origines du mal, on va dire. C'est bien lié en plus, donc c'est pas incohérent. Mais pour moi, le deuxième, il est du même niveau que le premier. Je le trouve pas meilleur ou extraordinaire ou quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi les gens disent toujours que le 2 est meilleur que le premier, alors que selon moi, les deux se valent. Il n'y a que le troisième qui est vraiment très mauvais, mais vraiment très 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 mauvais. Mais les deux premiers, je trouve qu'ils font un bon duo. Ensuite, j'ai regardé le film The Hole in the Ground, qui est un film dont j'avais énormément entendu parler et qui m'a assez déçue parce que depuis le temps que j'en entendais parler et depuis le temps que j'avais envie de le voir, je m'attendais à quelque chose de fou et au final, pas grand-chose. On va suivre une mère de famille célibataire qui part s'installer dans une petite ville aux abords de la forêt avec son fils. On comprend très bien qu'avec son ex-conjoint, donc le père de son enfant, ça se passait très mal ou ça se passe encore très mal. C'est assez flou par rapport à ça. On comprend que le gamin est quand même assez déçu de partir, de s'éloigner de son père pour se retrouver seul avec sa mère. Elle va faire la découverte d'un trou gigantesque, mystérieux, dans la forêt, juste à côté de sa maison. Et le comportement de son fils va commencer à changer au fur et à mesure et elle va avoir l'impression que son fils a été
remplacer. C'est un film qui pour moi est une métaphore des violences conjugales, des violences domestiques, de la peur aussi, de la transmission de la violence. Voilà, cette femme, j'ai l'impression qu'elle a été battue par son ex-conjoint. Et quand elle voit les comportements de son fils qui sont parfois un petit peu violents, elle a l'impression que cette violence, en fait, elle s'est peut-être transmise à son fils. Elle commence à avoir un peu peur de lui, elle a l'impression de plus vraiment le reconnaître. Et voilà, c'est ça pour moi la métaphore du film. Alors c'est plutôt intéressant, mais je trouve que ça tombe un petit peu à plat. Sincèrement, quand le film il s'est fini, j'étais vraiment très mitigée. Ensuite, j'ai regardé le film Host, dont je vous ai fait une vidéo sur la chaîne. Je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai le lien en haut à droite. C'est un film qui a été hyper efficace sur moi. Voilà, comme je vous l'avais dit dans la vidéo spéciale, j'ai regardé le film toute seule chez moi à minuit, dans le noir, dans ma chambre, et sincèrement, j'ai vraiment flippé, mais comme il faut. Le film a été super efficace. C'est un film qui dure pas longtemps, il dure moins d'1 heure. On va suivre un groupe de 6 personnes qui décident de faire une séance de spiritisme en visioconférence pendant le confinement. Donc le film a même été tourné pendant le confinement avec les acteurs confinés chacun chez eux. Et forcément, vu qu'ils font une séance de spiritisme, ça va mal se passer. Il va y avoir un espèce de démon qui va venir les tuer un à un. C'est un film qui repose essentiellement sur les jumpscares. Ce n'est pas quelque chose que j'aime particulièrement en principe dans le cinéma d'horreur. Je trouve que c'est un ressort qui est beaucoup trop facile. Sauf qu'ici, c'est hyper efficace parce que, vu que l'histoire raconte pas grand-chose, entre guillemets, que c'est très court, qu'on n'a pas le temps de vraiment connaître les personnages ni quoi que ce soit, il fallait que l'histoire elle soit efficace et qu'elle soit rythmée. Et le fait d'utiliser les jumpscares, eh ben, ça sert vraiment son propos pour une fois. En plus de ça, comme on a tous les petits écrans des participants, on va passer notre temps à aller avoir les yeux qui vont vraiment de l'un à l'autre, à chercher le moindre phénomène paranormal qui pourrait se passer chez eux. Sincèrement, super efficace. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous encourage vraiment à le regarder. J'ai également regardé le film The Beach House. Alors, je voulais vous faire une vidéo spéciale sur ce film-là, mais je n'ai pas eu le temps de le faire malheureusement. C'est un film que j'ai vraiment adoré. Je l'ai trouvé vraiment génial. On suit un jeune couple qui décide de passer le week-end dans la maison de vacances du jeune homme. C'est une super belle maison en bord de mer, dans une belle station balnéaire. On sent qu'il y a des tensions dans le couple, on sent qu'il y a peut-être des non-dits ou qu'il y a un problème qu'il va falloir régler pendant ce week-end-là. Une fois arrivés sur place, ils se rendent compte que le père du jeune homme a également prêté la maison à un couple d'amis à lui, donc qui est plus âgé que les jeunes gens. Ils vont décider de passer quand même le week-end tous les 4 et au fur et à mesure, il y a des choses bizarres qui vont commencer à se passer. Il y a une sorte de rébellion de la nature en fait qui va arriver de la mer, de l'eau. C'est un film que j'ai adoré. Le personnage principal féminin est super intéressant, super attachant. C'est un personnage qui est hyper intelligent. On a vraiment envie de la suivre, de l'écouter. Elle sait de quoi elle parle. C'est vraiment un super film. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir sortir en France, sûrement en VOD. Mais sincèrement, si vous pouvez le voir, je vous recommande vraiment de le regarder. Ensuite, j'ai regardé The Conjuring 2. J'avais revu le 1 il n'y a pas très longtemps, je crois. Ils l'ont ajouté sur Netflix, du coup, forcément, ça m'a donné envie de le regarder. En plus, je venais de recevoir le vidéoprojecteur et j'avais envie de tester un film d'horreur avec, de tester en fait les noirs et les profondeurs pour voir ce que ça allait donner. Et Conjuring, voilà, c'était le film, on va dire, assez efficace pour tester le vidéoprojecteur. C'est un film que j'adore. Moi, j'adore les 2 films Conjuring. J'ai trop hâte de voir Conjuring 3. Le 2, on va suivre le cas Enfield, donc avec une mère de famille en Angleterre qui va avoir une sorte de démon chez elle qui va prendre possession de sa fille. Les Warren vont venir enquêter. Et voilà, s'ensuit tout un tas de péripéties démoniaques, comme d'habitude. C'est un film que je trouve hyper efficace. Je trouve les 2 acteurs principaux, Vera Farmiga et Patrick Wilson, absolument magnifiques. Ils sont parfaits dans ces rôles-là. Et je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les 2 acteurs qui marchent super bien. Et moi, quand je les vois à l'écran dans Conjuring ou dans Annabelle, on les voit dans le 3, il me semble, je vois les Warren en fait. Je crois complètement à leur rôle, à leur personnage, à l'alchimie entre les 2 acteurs. Ils forment un couple hyper efficace à l'écran et voilà. Je pense que ça fait partie de la magie de la saga Conjuring. Alors si vous ne l'avez pas vu, au cas où, je vous conseille fortement de le regarder. C'est une histoire qui est assez inquiétante, un petit peu effrayante. C'est très rocambolesque, je pense, surtout que c'est un cas réel qui a été, je pense, assez médiatisé, mais assez descendu. Je pense que c'était un gros fake en fait. Mais
ça fait un bon film. Ensuite, j'ai vu le film The Rental de Dave Franco, dont je vous ai parlé sur la chaîne dans une vidéo qui lui est consacrée. Pareil, je vous mettrai le lien en haut à droite. Je suis encore très mitigée sur ce film parce qu'il y a plein de bonnes idées qui ont été très mal exploitées selon moi, mais pour moi, le final du film est tellement bon, il est tellement efficace, il est tellement bien trouvé que ça suffirait presque à sauver tout le film en fait. On va suivre deux couples qui décident de louer une maison pour passer le week-end. Il y a des tensions dans les couples, forcément, il y a des histoires de tromperie, etc. Mais ils décident de passer un week-end ensemble, sauf qu'à un moment, ils vont se rendre compte qu'il y a des caméras de surveillance qui sont cachées dans cette maison de location. Ils vont croire forcément que c'est le propriétaire qui a posé ces caméras de surveillance, sauf que les apparences sont trompeuses. On part sur une toute autre piste en fait pendant le film. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous le spoiler. Mais sincèrement, le film, je me suis pas ennuyée, mais presque. C'était un peu mollasson. Il n'y avait pas suffisamment d'éléments horrifiques pour moi. Mais la fin, la scène de fin, elle est géniale. Sincèrement, elle est absolument géniale. Le film est sorti au cinéma, donc si vous avez l'occasion de le voir en salle, je pense qu'il est toujours distribué. Foncez le voir, voilà, au moins pour apprécier cette super fin. Ensuite de ça, j'ai vu le film français Tous les dieux du ciel. Alors, j'en avais beaucoup entendu parler parce qu'on m'avait dit que c'était un film qui était vraiment horrible, vraiment dérangeant, etc. Alors, oui, il est dérangeant, mais pour moi, c'est le genre de film qui en fait peut-être un petit peu trop. C'était trop sordide, c'était trop, je sais pas, trop crasseux, trop improbable, trop tout quoi. On suit un homme qui vit très isolé dans un petit village à la campagne avec sa sœur. Sa sœur a été victime d'un accident d'arme à feu quand ils étaient enfants. Il se sent coupable, responsable. Donc en fait, il s'occupe d'elle H24. En fait, ils vivent que tous les deux ensemble. C'est lui qui s'en occupe. Elle est handicapée. Donc en fait, il s'occupe vraiment d'elle à 100%. Alors qu'il aurait besoin, je pense, d'assistance médicale, tout simplement, pour s'occuper d'elle. Et en fait, ce type-là est persuadé que les extraterrestres vont bientôt arriver et qu'ils vont venir les chercher, sa sœur et lui. Donc il est dans l'attente de messages de la part des extraterrestres et dans l'attente de ce départ vers l'espace. C'est un film, comme je vous disais, moi j'ai trouvé ça beaucoup trop sordide en fait, dans le sens où on en fait vraiment, vraiment trop, quoi. Il y a cette histoire avec le type qui vit avec sa sœur handicapée. Ils vivent dans des conditions insalubres, c'est vraiment, c'est déprimant à souhait. Leur relation, elle est un petit peu bizarre. Il y a une histoire avec une gamine qui, pour moi, se fait abuser par des adultes. Quoi. Il y a rien qui va dans ce film. Comment, en tout cas, c'est pas le genre de film que j'aime. J'aime pas trop les films comme ça, j'ai envie de dire entre guillemets, entre gros guillemets, hein, de misère sociale. C'est quelque chose qui me dérange. Je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui me plaît pas. Et je sens qu'il y avait des bonnes idées, mais pour moi, le film, il en fait beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'éléments, il y a beaucoup trop de sujets qui sont exploités. Et ça n'a pas du tout pris chez moi. Je me suis vraiment ennuyée en le regardant quand le film il s'est fini, mais j'étais vraiment soulagée. Au cinéma, j'ai revu le film L'Exorciste. Je pense que je n'ai même pas besoin de le présenter. Je l'ai revu au ciné dans le cadre des séances Les Vendredis de l'horreur dans les cinémas Pathé Gaumont. Qu'est-ce que je peux dire sur L'Exorciste à part que ce film est génial et que je ne m'en lasse absolument jamais, que j'ai dû le voir je ne sais pas combien de fois et qu'il est toujours aussi efficace. Vraiment, quand je regarde L'Exorciste, je suis jamais rassurée le soir, je suis jamais sereine quand je rentre chez moi. J'ai toujours un petit sentiment de malaise malgré le fait que je le connaisse par cœur, que je sais exactement ce qui va se passer, à quel moment, je connais les dialogues, les musiques, absolument tout. Mais il est toujours super efficace. Sincèrement, je crois qu'il n'y a qu'un seul jumpscare dans le film, avec le téléphone là, chez le père Carras, et il marche à chaque fois. C'est ça qui est génial parce que même après l'avoir vu, franchement, une bonne, allez je dis 30 fois, mais je dirais au moins une bonne vingtaine de fois, il marche toujours à chaque fois. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur L'Exorciste. J'ai vu ensuite le film Dreamcatcher qui est sorti directement en Blu-ray et DVD. C'était pas terrible, sincèrement, c'était vraiment pas terrible. J'aurais presque même du mal à vous raconter l'histoire tellement ça m'a pas beaucoup marqué. Pourtant, je l'ai vu il y a pas très longtemps. On suit un couple qui est remarié, qui part en week-end avec le fils du conjoint. Passer le week-end dans un petit chalet dans les bois, dans une super belle petite maison d'ailleurs. Et le gamin, en fait, déteste sa belle-mère, comme bien souvent dans les films d'horreur.
Et ils vont rester que tous les deux dans la maison pendant que le père s'en va, sauf que ça se passe très mal. Le gamin, il a des espèces de cauchemars à propos de sa mère qui est morte. Il a des visions d'une petite fille qui a tué des gens dans la maison. Il rencontre une femme qui fabrique donc des attrape-rêves. Et c'est hyper confus en fait comme film parce qu'il y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, mais c'est qu'en fait c'est super mal exploité. Il y a ce gamin qui est voilà, possédé par une espèce d'entité qui vit là. Il va essayer de tuer sa belle-mère parce que tous les enfants qui ont été possédés ont essayé de tuer leurs parents, etc. Sincèrement, c'était vraiment pas fou. J'ai pas souvenir d'avoir frissonné, eu peur ou même sursauté pendant le film. Vraiment, c'est le genre de film qui passe comme ça, vous le voyez et vous l'avez oublié aussitôt. Donc sincèrement, si vous avez l'occasion, ne le regardez pas. Ensuite, j'ai regardé le film Spree, dont je vous ai parlé également sur la chaîne. Pareil, je vous mets le lien en haut à droite au cas où vous ne l'auriez pas vu. J'ai adoré ce film-là, c'était vraiment une énorme surprise. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Paris, il va passer à l'Étrange Festival qui se déroule là, maintenant. Pendant que je parle, ça se passe. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment Spree va passer, mais il va être diffusé. Sincèrement, foncez le voir, il est vraiment cool. On va suivre Kurt qui est un influenceur sur les réseaux sociaux, sauf qu'il influence personne vu que personne ne le suit. Et il veut à tout prix être célèbre, être connu, faire le buzz, devenir viral, etc. Donc il touche un petit peu à tout. Il a un compte Insta, un compte TikTok, un compte YouTube, etc. Sauf que voilà, personne ne s'intéresse jamais à son contenu jusqu'au jour où il va avoir l'idée de mettre en scène, entre guillemets, des meurtres. Donc il va s'enregistrer en tant que chauffeur de VTC sur une application pour tuer en fait les passagers qu'il va recevoir dans sa voiture. Le tout est filmé pour être diffusé en live sur internet. Au début, personne ne s'intéresse à son live, encore une fois, sauf qu'au fur et à mesure de la soirée, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Et voilà, ça va finir assez follement, on va dire. J'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est une vraie satire sociale sur notre société actuelle, sur cette impression de célébrité facile que les réseaux sociaux peuvent donner aux gens. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils vont faire du contenu sur internet et que subitement ils vont devenir de grands influenceurs, des stars, être sponsorisés, etc. Sauf que ben non, ça marche pas pour tout le monde. Je veux dire, des vrais influenceurs, il n'y en a pas énormément. Sur YouTube, c'est pareil, des gens qui ont des millions d'abonnements, il n'y en a pas non plus des masses. Donc voilà, c'est un peu le culte de la personnalité, le culte de la célébrité facile. C'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant parce que c'est super actuel, c'est vraiment dans l'air du temps. Ça m'a beaucoup parlé et je pense que ça parlera à pas mal de gens de notre génération. Et pour finir le mois, j'ai regardé le film The Pale d'Or, qui est un film que j'attendais avec grande impatience. Je l'avais mis dans ma liste, je ne sais plus si c'était dans les sorties 2020 ou dans mes plus grosses attentes de 2020. En fait, l'affiche, je la trouvais magnifique, elle me parlait beaucoup. Le résumé me branchait énormément, sauf que le résultat n'était vraiment pas du tout à la hauteur de mes attentes. Mais ceci dit, j'ai bien rigolé en le voyant, donc j'ai pas vraiment perdu ma soirée. C'est un western horrifique, donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, j'avais bien aimé le film Bone Tomahawk par exemple, je l'avais trouvé vraiment cool, vraiment gore et tout. Mais ici, dès le début, on sent que ça va pas en fait. Dès le début, il y a un problème. C'est un groupe de bandits qui veut dévaliser un train, donc voilà, c'est des bandits de chemin de fer, je sais plus exactement comment on appelle ça. Sauf que dans le train, au lieu du trésor escompté, ils vont retrouver un coffre avec une jeune femme enfermée dedans. L'un d'entre eux s'est fait blesser, donc la jeune fille qui était enfermée dans le coffre leur dit que dans son village, sa mère est médecin, qu'elle va pouvoir le soigner, etc. Donc elle leur demande de la suivre. Sauf qu'une fois arrivée sur place, c'est un village de sorcières qui font des trucs de sorcières. Sincèrement, je ne sais même pas quel est leur but. C'était tellement mauvais, mais c'était tellement mauvais, c'était ridicule. Mais comme je vous disais, j'ai quand même passé un bon moment parce que je me suis marrée tout le long du film. Je l'ai regardé en simultané avec un copain et je peux vous dire qu'on a passé la soirée mais à pleurer de rire. En fait, dès le début du film, ça fait pas du tout western. Dès le début du film, ça fait hyper moderne, ça manque vraiment d'authenticité. Les décors, ils sont trop neufs, trop propres. Les costumes, c'est pareil, on dirait qu'ils sont déguisés et pas costumés pour faire un film. Il n'y a rien qui marche dans ce film et c'est hallucinant en fait de faire des films comme ça où il n'y a rien qui va. Je ne sais pas, il aurait peut-être fallu ajouter un petit filtre pour ternir un petit peu l'image ou quelque chose comme ça. Rajouter de la poussière, rajouter de la fumée, je sais pas. Mais sincèrement, ça ne marche pas. On dirait vraiment qu'on regarde des acteurs déguisés
qui font un film de cow-boy, mais à aucun moment ils y croient et à aucun moment on y croit non plus. Et l'histoire, alors elle aurait pu être sympa. Moi ça m'avait branché cette histoire de cow-boy qui se retrouvait dans un espèce de village de sorcières. Je trouvais ça hyper, je sais pas, hyper intriguant. Sauf que c'était ridicule et les acteurs jouent hyper mal. Les sorcières, c'est la caricature de la vieille sorcière qui ricane avec un nez crochu, etc. Et ce film, j'ai presque envie de vous le conseiller pour vous marrer, tout simplement. Alors, c'était pas du tout le but du film, hein. Je pense que c'était vraiment censé être un film d'horreur. Sauf que ça ne marche pas du tout. Mais vraiment, pas du tout. Écoutez, il n'y a rien à sauver dans ce film-là. Je voulais le voir en plus parce que l'acteur principal, c'est Devin Dreed qui joue dans la série 13 Reasons Why, qui joue le rôle de Tyler, et c'est mon personnage préféré dans la série. Donc j'avais envie de le voir ailleurs que dans la série. Donc lui, je l'ai quand même bien apprécié dedans, mais sincèrement, le reste, c'était catastrophique. Donc écoutez, c'était mon dernier film du mois d'août. Voilà, c'était pas une réussite, mais c'était pas non plus un échec parce que j'ai quand même passé une bonne soirée en le regardant. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu, que je vous aurai donné plein de nouvelles idées de films à regarder. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager dans mon travail. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Utip et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!